je suis Clément Méric et vous écoutez Bourbon Hebdo, le podcast de la rédaction d'LCP qui vous fait revivre l'actualité de la semaine et vous dévoile les coulisses de l'Assemblée. La séance est ouverte. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast hebdomadaire. Au programme aujourd'hui, il était partout cette semaine, sur tous les coups. Gabriel Attal en première ligne, mais on verra que son activisme en agace certains. On verra aussi qu'on a retrouvé un peu de concorde à l'Assemblée, pour le meilleur ou pour le pire, eh bien, chacun son opinion. Pas de concorde en revanche sur les ZFE, les zones faibles émissions. On vous expliquera pourquoi le sujet crispe autant. Enfin, dernier 49.3 pour la route, on fera le point sur l'adoption du budget qui est dans sa dernière ligne droite. Et pour vous servir aujourd'hui, je suis avec deux de nos expertes parlementaires à LCP, Elsa Mondingava et Anne-Charlotte Dussault. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. On commence avec une prise de parole de Gabriel Attal sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le texte qui nous réunit ce soir ne concerne pas simplement des outils, les réseaux sociaux. En réalité, je crois qu'il nous interroge sur le modèle de société que nous voulons et que nous défendons. Est-ce qu'on veut une société de la violence, de la brutalité, du rapport de force permanent, du cyberharcèlement, une société qui dégrade la santé mentale de nos jeunes? Ou est-ce qu'on veut au contraire une société de fraternité, d'humanisme, où on accepte les différences et où on fait en permanence tout ce que nous pouvons pour protéger nos jeunes de toutes les influences et de toutes les instrumentalisations? Ça ressemble un peu à un discours de meeting, sauf que on n'est pas du tout en meeting, on est dans l'hémicycle. C'était lundi, lors du vote de la loi qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. On a un peu l'impression que Gabriel Attal il préempte ce sujet, alors que c'est pas sa loi, c'est pas lui qui l'a déposé, et que Emmanuel Macron, il en avait fait un peu son chantier prioritaire. Oui, on a suivi pendant la semaine, il y a eu un peu une bataille les dernières semaines pour savoir si ça allait être la proposition de loi du groupe de Gabriel Attal ou un projet de loi du gouvernement qui allait permettre de mettre en vigueur, sous des modalités un peu compliquées, cette interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Elle n'est pas portée par Gabriel Attal, mais elle est portée par son groupe, par la députée Laure Miller. Et il a gagné finalement l'arbitrage, puisque Emmanuel Macron s'est rangé derrière cette loi-là. C'est le véhicule qui est choisi pour pousser là-dessus. Et comme vous le disiez, oui, c'est préempté, on dit cranté, c'est le vocabulaire qu'on retrouve beaucoup en politique. Ces sujets, Gabriel Attal voulait que la question des réseaux sociaux et des mineurs, ce soit estampillé un peu tampon Gabriel Attal. D'ailleurs, il a fait beaucoup de médias. Il a fait RTL lundi matin, M6 lundi soir, BFM mardi matin. Donc on voit que vraiment c'était lui qui était sur le devant de la scène pour cette loi-là. Et c'est quoi la stratégie derrière ça? C'est quoi l'idée? C'est qu'il y a des sujets sociétaux qui concernent vraiment, je pense que la question des réseaux sociaux et des moins de 15 ans, c'est un sujet qui concerne tous les parents, ça a des ramifications dans plein d'endroits de la société, à l'école, pour des questions de santé, etc. Et que quand on aura un grand débat de société en 2027 sur la présidentielle, on reviendra sur ces sujets-là. Et donc c'est important pour tous ceux qui se préparent de dire, moi, ça fait longtemps que j'y réfléchis, je débarque pas sur le sujet, j'ai déjà mis en place des choses à l'Assemblée. Et donc on voit bien que sur cette question-là, il y a une envie de marquer, d'être présent sur le sujet, de l'avoir été, évidemment, en vue de grands débats sociétaux qui pourront avoir lieu dans les mois à venir. D'ailleurs, cette semaine, c'était drôle parce qu'il y a eu cette loi et après, Clément, tu vas nous en parler, mais il y a eu le deuxième étage de la fusée mardi. Donc, tout est un petit peu vas-y, lié, raconte-nous ce deuxième étage de la fusée, comme tu dis. En fait, la loi, c'était lundi et mardi, en fait, Gabriel Attal, à Paris, a tenu la nuit de la Nouvelle République. Et en fait, c'est aussi en projection de l'élection présidentielle qu'il vise et pour se mettre en mouvement un nouveau parti, veut changer le nom du parti, etc. Donc, en fait, c'est un peu la semaine de Gabriel Attal. Il a été très présent, en tout cas. Et alors, dans ce genre de soirée, on regarde évidemment qui est là et puis on regarde qui n'est pas là. C'est important aussi. Évidemment, et donc celle qui a dit qu'elle ne viendrait pas, c'est Elisabeth Borne. On sait que l'activisme de Gabriel Attal, pour certains, c'est un individualisme qui agace un peu et de se mettre un peu en devant de la scène. Elle l'a dit clairement. Elle a dit clairement, tu joues pas collectif. Exactement, c'est pas mon patron, il joue pas collectif. Il y en a beaucoup. Occupe-toi des municipales à venir aussi. Enfin, il y avait aussi ça derrière, quoi. Exactement. Avant de penser à la présidentielle, Anne-Charlotte le rappelait, il y a un scrutin avant. Comme a priori le parti de Gabriel Attal fera pas non plus des scores, va pas gagner énormément de villes. C'est peut-être une façon aussi de passer cette étape-là, de pas forcément parler trop des municipales. Ensuite, il y a malgré tout beaucoup de députés qui le trouvent individualiste, effectivement.
Et en même temps, beaucoup disent, c'est vrai que pour l'instant, c'est le candidat un peu naturel, c'est le chef du parti. Il y en a beaucoup qui reprochent au parti justement de ne pas proposer assez d'idées, de ne pas être assez sur le fond, etc. Donc je pense qu'il y a, il y a un côté qui agace un peu, et en même temps, c'est normal aussi qu'un parti existe, fasse des rencontres, existe sur la scène. Sur le changement de nom, là, c'est un point de vue très journalistique, mais je pense qu'Anne-Charlotte me rejoindra. On a tellement changé de nom, c'est En Marche, Les Marcheurs, Les Macronistes, Ensemble pour la République, Renaissance, qu'on ne comprend plus rien. Si même les journalistes. Il a pas mis de nom initial, parce qu'effectivement, Oui, il aurait pu faire Emmanuel Macron. Voilà. Mais même les journalistes politiques ont du mal à s'y retrouver. Donc on imagine que pour les Français, c'est compliqué. Bon, il y a eu des critiques, on l'a entendu, contre Gabriel Attal. Ça ne l'a pas empêché de faire décoller le 3e étage de sa fusée. On a appris jeudi que son groupe va reprendre à son compte une proposition de loi de la droite pour faciliter le travail le 1er mai. Ça aussi, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas un hasard. La question du travail, c'est vrai que pour Gabriel Attal, elle a toujours été très importante. Là, il y a le 1er mai qui arrive, il y a cette proposition de loi qui est en cours d'examen, mais où il fallait une inscription à l'Assemblée nationale pour que ça soit effectif si c'est voté dès cette année. Donc, parce qu'elle n'a pas eu le temps d'être examinée dans la niche de la droite, c'est ça l'idée. Voilà. Ouais. Et donc là, la niche EPR arrive, et donc pour Gabriel Attal, c'est aussi un moyen d'aider sur cette question du travail qui est très importante pour lui. Comme Anne-Charlotte le disait, évidemment, on voit que chacun pose un peu des marqueurs, la protection de l'enfance avec les réseaux sociaux, la question du travail, il faut que le travail rapporte plus, c'est vraiment ce qu'on entend aussi au sein du groupe Ensemble pour la République. Donc on va voir, effectivement, ce qui est sûr, c'est que les groupes de gauche qui sont assez opposés vont essayer de faire durer les débats, n'ont pas du tout la même vision de la société que propose Gabriel. Et ça fait débat ou pas dans son propre groupe de reprendre un texte de la droite ou pas forcément? Alors moi, j'ai pas le sentiment. Après, peut-être que sur la question du 1er mai, il peut y avoir des nuances au sein du groupe en disant qu'on n'est pas obligé de proposer de travailler tous les jours. Après, si c'est encadré sur certaines professions, je pense que le groupe est assez, va dans le même sens sur la question de la valorisation du travail et surtout des libertés de chacun de s'organiser un peu comme il le veut. Et si, juste pour rebondir, si on se projette vers 2027, c'est vrai qu'il y a un sondage, on a l'impression qu'on a beaucoup vu Gabriel Attal, mais on pourrait se dire, comment le perçoivent les Français, etc., est-ce que c'est trop, pas assez? Effectivement, il y a eu un sondage cette semaine qui montre qu'il dépasse même Édouard Philippe aujourd'hui comme le candidat du bloc central pour l'élection présidentielle. Donc, pour le moment, ça n'a pas l'air de lui être reproché, en tout cas, cet activisme-là. On passe à notre 2e thème à présent. La proposition de résolution sur les violences sexuelles incestueuses parentales, le scrutin est ouvert. Pour 195 contre 0, l'Assemblée a adopté. Je mets aux voix la proposition de loi pour mettre fin au devoir conjugal. Pour 106 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. Sur le vote de la proposition de loi préjudice causé par la transplantation des mineurs de la Réunion de 1962 à 1984, le scrutin est ouvert. Pour 72 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. Alors, 3 textes adoptés à l'unanimité cette semaine à l'Assemblée. Et encore, il y en avait d'autres, on ne les a pas tous mis. Que se passe-t-il à l'Assemblée? Où sont passés les cris, les interpellations? C'est des moments un peu moins connus à l'Assemblée nationale où effectivement il y a des semaines qu'on appelle transpartisanes, c'est-à-dire qu'on peut mettre à l'ordre du jour des propositions de loi. Il faut qu'elles soient signées par des groupes différents pour pouvoir être examinées. Et effectivement, c'est du coup des textes qui sont plus consensuels et on peut voir donc adoptés à de très larges majorités. On peut voir des applaudissements sur les bancs différents. Alors, il y a 2 lectures un petit peu sur ces textes-là. Certains considèrent qu'ils peuvent être anecdotiques. Il y a beaucoup de textes qui ont une portée symbolique. Et en même temps, pour les députés qui les portent, le texte, par exemple, sur les enfants de la Réunion qu'on a envoyé dans la Creuse pour repeupler le département, c'est un texte qui est très important pour la députée de la Réunion qui la porte et certainement aussi pour des milliers de personnes. Donc ça a une portée normative, pas forcément extrême, mais pour les députés, c'est l'occasion de porter des sujets, porter des combats et de voir un hémicycle qui arrive à s'entendre et qui arrive à adopter à l'unanimité des textes. C'est peut-être une image aussi Oui, ça arrive, c'est vrai. Après, tout n'est pas, même cette semaine, même en semaine transpartisane, il y a certaines
propositions de loi transpartisanes qui ont été discutées, examinées dans l'hémicycle, où ça s'est pas... Ça s'est pas si bien passé. Ça s'est pas si bien passé, notamment une sur la gratuité des parkings dans les hôpitaux publics, qui était portée par un député socialiste, Stéphane Ablot, qui a été votée, pas à l'unanimité. Et après, sur les réseaux sociaux, les échanges entre la gauche, la France Insoumise et le Parti socialiste, avec les présidents de groupe qui se sont traités de menteurs, etc., Boris Vallaud et Mathilde Panot, ils se sont écharpés sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas toujours... Mais il y en a, c'est vrai, qui sont adoptés à l'unanimité. Derrière ces votes à l'unanimité, il y a aussi une autre réalité qui inquiète certains députés, c'est est-ce qu'on va avoir encore des grands textes, des grandes réformes à débattre d'ici à la présidentielle, ou est-ce qu'on va s'embêter un peu ? Alors, il y a la fin de vie qui revient, qui est un grand texte. La semaine prochaine. Exactement, et qui est prévu pour une adoption la semaine avant la coupure pour les municipales. Après, l'Assemblée va fermer pendant 3 semaines, justement, pour les élections municipales. Et c'est sûr qu'après, tout le monde se demande, est-ce que même les députés vont un peu déserter l'Assemblée pour pouvoir après commencer à préparer la campagne de 2027 ? Alors, il y a quand même des textes sur la décentralisation, il y a des textes sur l'outre-mer, un texte sur l'agriculture, donc il y a aussi sur les polices municipales, il y a des textes qui vont quand même occuper les députés. Mais c'est sûr que, est-ce qu'il y aura des grands textes, des grandes transformations déjà avec une assemblée aussi morcelée, c'est quand même très difficile. Et en plus, alors que tout le monde a les yeux rivés sur l'élection présidentielle de 2027, ça c'est un sujet... Il devient de plus en plus difficile en plus. Et qu'on va rentrer dans le débat budgétaire de l'année prochaine dès la rentrée en septembre en plus. Ça aussi, alors ça c'est complètement un pari. Certains disent que personne n'aura la force de s'épuiser à combattre, puisque de toute façon, le ou la future présidente fera certainement un texte rectificatif quand il ou elle sera élue. C'est vrai, quand il y a une présidentielle comme ça, le budget de fin d'année perd un peu de son sens. Enfin, certains pensent même que ça peut passer en loi spéciale jusqu'à effectivement la présidentielle et qu'il y ait vraiment un budget post-présidentiel. Donc on ne revivra peut-être pas le même peut-être pas. Non, mais d'autres disent aussi, parce qu'on a toujours des sons de cloche un peu différents, que personne ne voudra se laisser gagner des points à quiconque, personne ne fera de cadeaux au gouvernement, et donc ça peut continuer à être une bataille. Après, effectivement, est-ce que tout le monde aura les forces de tenir la tranchée à l'Assemblée, alors que beaucoup de choses se jouent en meeting, sur le terrain, etc. Exactement. Bon, en attendant, il y a un texte qui clairement ne fait pas consensus, c'est la loi de simplification à cause d'une mesure, la suppression des ZFE, les zones à faible émission. Monsieur le Premier ministre, ma première question est extrêmement simple. Est-ce que le Parlement vous dérange ? Vous avez arbitrairement désinscrit le vote final sur ce texte très attendu et c'est une forfaiture démocratique, une dérive illibérale de ce macronisme autoritariste. Monsieur le député Merin, à mon tour de vous poser une question. Est-ce que la santé publique vous dérange ? Est-ce que les 40 000 décès prématurés liés à la pollution atmosphérique vous dérangent ? Alors, c'était le député RN Pierre Merin, suivi du ministre de la Transition écologique Matthieu Lefèvre, mardi, lors des questions au gouvernement. Alors, il faut peut-être d'abord raconter un peu ce qui s'est passé cette semaine sur cette loi. En fait, c'est le projet de loi simplification. C'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Donc, ça a été voté la dernière fois en première lecture à l'Assemblée nationale avant l'été 2025, en mai 2025. Et en fait, il y avait ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, c'est-à-dire la chambre de conciliation entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui s'est réunie la semaine dernière pour essayer de trouver un accord sur un texte à présenter aux deux chambres. Et un accord a été trouvé par 10 voix contre 4, donc il y avait cet accord. Effectivement, la mesure sur ce qu'on appelle les ZFE, qui avait été introduite contre l'avis du gouvernement lors de la lecture précédente, est restée, c'est-à-dire que le gouvernement voulait avait fait une proposition pour amoindrir ça, en disant on va OK pour Paris et Lyon, et sur le reste, les maires font comme ils veulent. Ce n'est pas passé, donc il y avait toujours cette suppression des ZFE. Et en fait, le gouvernement, qui n'est pas pour cette suppression, a décidé de ne pas soumettre l'accord final au vote des deux chambres. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre cette décision du gouvernement et la proximité des municipales ? Alors, évidemment, c'est un sujet qui va être important dans le débat sur les municipales, justement, plus globalement, la gestion de la voiture en ville notamment, et puis aussi dans les zones rurales. Le ministre des Relations avec le Parlement s'en défend, mais évidemment, en fait, comme le disait Anne-Charlotte, ce qui est un peu étonnant, c'est que le gouvernement a convoqué cette commission mixte paritaire. Il aurait pu la convoquer un peu plus tard, surtout que c'est un peu le texte maudit, le texte simplification, parce que ça fait des années ça fait des années qu'il traîne à l'Assemblée entre la dissolution, etc. Donc, et là,
c'était pas étonnant, vu la composition de la commission mixte paritaire, qui est vraiment une question sur les ZFE, que tout le monde vote pour l'interdiction totale, la disparition totale des ZFE. Donc c'est vrai que dans le parcours, il y a un côté un peu étonnant à ce que le gouvernement se retrouve du coup avec un texte de compromis en disant mais c'est pas un texte qui fait compromis. Ça ne va pas. Voilà, c'est un peu à rebours normalement de ce qui se passe, mais c'est vrai qu'avec cette assemblée, voilà, ça peut un texte de compromis entre l'Assemblée et le Sénat peut être rejeté par l'Assemblée. Donc effectivement, c'est une des particularités. Mais oui, je pense que là, le problème, c'est que le texte allait certainement être rejeté à l'Assemblée s'il était présenté comme ça, ou alors ça aurait été trop difficile pour le gouvernement de revenir en arrière en réimposant certaines mesures sur les zones à faible émission. Mais ça arrive souvent qu'un compromis trouvé en commission mixte paritaire ne soit pas soumis au vote des députés. Qu'on ait un report du texte, ça peut arriver parfois d'1 ou 2 semaines, mais généralement, si vous voulez, avec la commission mixte paritaire, on dit qu'effectivement, c'est la réunion des 7 députés, 7 sénateurs, mais généralement, le gouvernement les prépare en amont. C'est-à-dire que si le gouvernement pense qu'il n'y a pas de compromis, la CMP échoue à la fin. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que la CMP force la main du gouvernement et que le gouvernement n'a pas voulu se laisser tordre le bras. Elsa, des fois, effectivement, le gouvernement attend, avant de convoquer cette CMP, d'avoir trouvé un accord en son sens en amont de la CMP, ce qui ne s'est pas pour le coup passé là. Et il y a une autre toute petite question sur cette question des zones à faible émission. Ce qu'Anne-Charlotte le rappelait, c'est que ce n'était pas du tout dans le texte initial. Ça a vraiment été rajouté, notamment par le Rassemblement national et aussi par la droite. Il y a une question constitutionnelle. Vous savez, on appelle un cavalier législatif une disposition qui n'a rien à voir avec le texte d'origine. Ça peut donc être censuré. Est-ce que cet article-là pourrait être censuré par le Conseil constitutionnel? C'est aussi une question. Et effectivement, le gouvernement aurait pu attendre de voir la décision du Conseil constitutionnel. Mais là, ce qui se passe, c'est notamment Stéphane Travert, le député Ensemble pour la République, donc le groupe de Gabriel Attal, expliquait cette semaine à des journalistes qu'en fait, ils n'allaient pas saisir le Conseil constitutionnel, parce que pour saisir le Conseil constitutionnel, il faut que la loi soit votée, ce qui n'est pas encore le cas, mais qu'ils allaient consulter le Conseil constitutionnel pour voir justement si sur les ZFE, ça pouvait être considéré comme un cavalier législatif pour en fait faire en amont ce qui aurait pu être fait après. Donc voilà. Affaire à suivre. Ça fait au moins 15 minutes qu'on discute et on n'a pas encore parlé du budget. Mesdames et messieurs les députés, la France doit avoir un budget et donc devant cet hémicycle, j'engage la responsabilité du gouvernement sur l'ensemble du PLF pour 2026 sur la base de l'article 49 de la Constitution. Encore un 49.3. Nous, on avait déjà parlé du budget 2027, comme si c'était déjà... ça a duré 12 secondes ce matin. Donc ça, c'était ce vendredi matin. C'est le 3e. Et cette fois, a priori, c'est le dernier. Oui, puis dans une indifférence quasi générale. Je crois qu'il y avait quasiment personne dans l'hémicycle. Les motions de censure sont débattues dans des hémicycles quasi vides. Vous savez, nous, journalistes, on sait quand il y a un risque sur une motion de censure. On regarde la liste, si c'est les présidents de groupe qui s'expriment, on sait que c'est un moment important. Si on voit que c'est des députés lambda et c'est pas du tout désobligeant, on se dit qu'il y a moins de risques. Et oui, donc, je pense que tout le monde a envie de... Tout le monde pense que la page est tournée. Il y a quand même des dernières motions de censure qui vont être débattues lundi. Est-ce qu'il y a un risque pour le gouvernement, pour que ce rapport de force constaté lors des 2 précédentes s'inverse? Non. Il n'y a aucun risque. Enfin, là, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le budget, lundi, les motions de censure seront rejetées et le budget sera définitivement adopté. Enfin, je crois que personne ne s'attend à ce qu'il y ait une surprise énorme lundi. Non, évidemment, la France insoumise va continuer de remettre la pression sur les socialistes, notamment. Ils l'ont fait cette semaine en rappelant qu'il y avait des suppressions de postes dans le budget. Je pense que ligne à ligne, ils vont essayer de regarder sur quelles mesures ils peuvent insister. Mais je crois que là, ça joue à une vingtaine de voix à chaque fois et ça ne bougera pas autant. Alors ce budget, il n'est pas encore définitivement adopté, sauf que l'heure est déjà un peu au bilan. Qui sont les gagnants, qui sont les perdants de cette bataille budgétaire? C'est la question posée par un sondage Odoxa Mascaré qui a été publié mardi par la presse régionale. Alors le verdict, en quelques mots? Alors, la droite apparaît comme perdante, le RN gagnant, mais ce que beaucoup de députés nous disent, c'est que le RN est toujours gagnant, peu importe les séquences et peu importe finalement, quand il joue la négociation, il en sort grandi, quand il joue l'affrontement également. Et le PS qui semble du coup pas forcément sanctionné sur le fait d'avoir réussi à négocier. Ce qui est drôle, Clément, c'est qu'on demande souvent aux députés, mais alors dans votre circonscription, on vous dit quoi? Alors, on a quand même le sentiment que les députés restent beaucoup avec leur électorat parce qu'ils disent souvent des choses qui vont dans leur sens. Non, ce qui est sûr, c'est que hors LFI et RN, ce que beaucoup de députés nous disaient, c'est que les Français étaient exaspérés, étaient vraiment déçus du spectacle de l'Assemblée, n'y comprenaient rien, avaient l'impression que c'était tout et n'importe quoi, et puis voulaient un peu tourner la page, passer à autre chose. Oui, c'est ça. C'est qu'effectivement, on disait que
personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une surprise lundi, mais effectivement, les Français aussi ont envie qu'on discute d'autres sujets et on en a un petit peu marre qu'on parle budget et que, voilà, qu'il faut un budget pour la France aussi et que ça sera fait, quoi. Nous, on aimerait bien tourner la page aussi parce qu'on en a marre de parler de la même chose tout le temps. Ça fait 6 mois, je pense que, enfin en tout cas nous depuis septembre, je crois qu'il n'y a pas l'émission du mardi qu'on fait avant la séance des questions au gouvernement, il n'y a pas une fois où on n'a pas parlé du budget. Ouais. Après, c'est vrai que le budget est là où il faut faire attention. Il y a de tout dans le budget, donc en fait pour certains députés, parler du budget, c'est parler de tout. Mais c'est vrai que généralement c'est une page qui est tournée en novembre ou décembre et ensuite on embraye sur d'autres textes. Et là, c'est vrai qu'il y a, il faut peut-être savoir terminer un combat. Eh ben, avant de terminer notre podcast, on va quand même parler de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel public parce qu'elle a repris ses auditions. Alors, on se souvient que ça s'était terminé dans un climat très tendu à Noël, qu'ensuite, il y a eu un recadrage par le président de la commission, Jérémy Patrier-Létus. Bilan, est-ce que les échanges se sont apaisés cette semaine ? Oui, moi j'ai trouvé quand même que là, il y a eu des auditions. On sent toujours que Charles Lalonde, de toute façon, est... Charles Lalonde, c'est le rapporteur. Pardon, le rapporteur, du parti d'Éric Ciotti, ici à l'Assemblée nationale. On voit bien dans quel sens il va et je pense que voilà, il fait pas preuve d'une grande neutralité et on comprend très bien ce qu'il veut dire. Mais je trouve que les échanges étaient peut-être un peu mieux cadrés. Après, c'était pas non plus les auditions les plus attendues, contrairement à celles de fin d'année. Donc là, c'est vrai que la semaine qui vient, il y aura celle de Léa Salamé notamment qui est très attendue et c'est à ce moment-là, sur des temps forts comme ça, qu'il faudra voir effectivement l'attitude des uns et des autres. Et on peut peut-être préciser que ces auditions de Léa Salamé de Laurent Delahousse seront à suivre. Tout à fait. Léa Salamé à partir de 10h sur LCP et Laurent Delahousse 14h45. Et il y aura la Rachida Dati aussi la semaine prochaine. Et France Télévisions réplique quand même, évidemment très attaquée dans cette commission d'enquête et fait des séries de tweets où il dénonce que le rapporteur de la commission d'enquête tronque et déforme les réponses apportées. Donc en fait, ils ont aussi c'était déjà mené la bataille effectivement qui avait été fait au rapporteur Charles Lalonde en par Radio France. Par Radio France, mais aussi par le président de la commission d'enquête, le député Jérémy Patrier-Létus, qui effectivement disait il ne faut pas tronquer les propos des auditionnés. Merci à toutes les deux. Bourbon Hebdo, c'est fini pour cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Merci. La séance est levée.